Dans cet épisode, le photographe Régent nous décrit l'ambiance très particulière de certains quartiers de la ville de Montréal lors de la Fête de la Reine, aujourd'hui au Québec appelée la Fête des Patriotes. Les festivités laissaient rapidement place à des actes violents et à de multiples incendies allant jusqu'à l'intervention de l'unité anti-émeute du service de police. Régent, qui était aux premières lignes, nous raconte ce phénomène étonnant et récurrent durant les années 70. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. La photo que tu m'as envoyée pour l'épisode d'aujourd'hui, quand je l'ai vue, je la trouvais quand même étonnante. On y voit une voiture en feu avec un pompier seul à côté. Je sais pas trop ce qui se passe dans la scène. Tu m'as dit qu'elle a été prise le soir de la Fête de la Reine. C'est quoi juste l'histoire autour de cette photo-là? Bien, celle-là, c'est un feu dans une auto abandonnée. Là. Il y en avait plusieurs durant la nuit là, de la Fête de la Reine. Et on mettait le feu aussi dans des hangars, on mettait le feu dans des tas de vidanges, dans des tas de planches, dans des parcs. C'était un phénomène de société là, d'allumer des feux partout dans le quartier. Et on voit qu'autour de l'auto, il n'y a pas beaucoup de pompiers d'installer pour éteindre le feu. C'est qu'ils étaient très occupés. Les pompiers devaient opérer sur toutes les rues du quartier en même temps. Et il y a des limites, même qu'on faisait venir des camions de d'autres casernes extérieures du Sud-Ouest pour cette nuit-là. Mais c'était festif, je comprends pas. Au début, ça a commencé par étant festif, faire des feux de joie, mais après ça, les autorités ont décidé d'interdire les feux de joie. Après ça, il y a eu l'utilisation de beaucoup de pièces pyrotechniques. Les policiers, les années suivantes, ont décidé de faire la tournée des commerces pour éliminer les pièces pyrotechniques, parce que les pièces pyrotechniques, souvent, allumaient des feux dans des hangars. On parle de quartiers les plus vieux là, de Montréal, avec à l'arrière des maisons, pour ceux qui s'en rappellent, justement des hangars en bois qui pouvaient s'enflammer sur 3 étages en l'espace de quelques minutes. Donc, si tu me dis que les pompiers étaient très occupés par la bande, tu devais l'être aussi? Oui, parce que ça devenait ma soirée de couverture d'événements. Là. J'ai été photoreporter pour le journal du quartier, du secteur, là, qui s'appelait La Voix populaire. C'est un journal, un hebdomadaire de quartier, un hebdomadaire du Sud-Ouest. Et c'était la grosse activité là, dans l'année de couvrir ces événements-là. Je reviens à la photo que tu as sélectionnée pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu m'as dit que c'était une grosse soirée, une grosse nuit. Tu prenais beaucoup, beaucoup de photos. Ça devait être difficile de choisir la bonne photo qui représentait cette soirée-là? Oui, un exemple, la photo de l'auto incendiée. J'avais peut-être le choix en 3 modèles d'automobiles différentes parce que cette nuit-là, il y a eu 3 fois des feux dans des automobiles. Dans les hangars, j'avais une panoplie de photos d'hangars. J'en avais beaucoup. Et les dernières années, en plus d'être photoreporter, j'étais aussi rédacteur en chef du même journal, La Voix populaire. Donc, c'est moi qui choisissais les photos et l'article pour remplir les pages. Alors, on faisait souvent la page couverture, la page 3, 4 à l'intérieur, mais j'aurais eu de la place pour faire un cahier spécial uniquement avec les photos de la nuit de la Fête de la Reine, tellement que j'avais du matériel. Et c'était le même à chaque année. Pour quelle raison, en fait, que ça se passait spécifiquement pendant la Fête de la Reine, ces événements-là? Ça remontait dans les années 40, 50. Ça a commencé dans le sud de Pointe-Saint-Charles. On appelait ça le village Goose Village. Et la communauté qui habitait dans ce secteur-là était très fidèle à la reine d'Angleterre. Là. Ça vous donne une idée quel patriotisme il y avait dans ce secteur-là. Et beaucoup, beaucoup de citoyens, je pense près de 2000, ont été expropriés pour l'arrivée de l'Expo 67. Donc, l'expropriation a dû arriver dans les années 60 à peu près. Et là, les gens, l'année d'après, ne pouvaient pas fêter leur reine comme ils fêtaient, alors comme un peu une revanche. Alors, ils ont commencé à ce moment-là à allumer des feux de façon un peu plus criminelle dans des vidanges, dans des amoncellements de bois, de résidus de construction, même dans des hangars. Et qui dit feu dans un hangar, bien, disait feu dans des maisons, parce que les hangars étant jumelés aux maisons, ça pouvait être très, très, très catastrophique. Est-ce que tu te souviens s'il y a eu des blessés suite à ces événements-là ou des décès ou... Ah oui, il y en a eu au cours des années. Ben, peut-être pas des décès, mais il y a eu certainement des blessés parce que quand le feu prenait dans l'hangar, les gens habitaient dans la maison. Alors, on voit tout de suite. Là, et c'était fait souvent en soirée. Ça pouvait être dans la nuit. Il y a des gens qui devaient dormir. C'est sûr qu'il y a eu des blessés là-dedans. Mais il y a eu aussi des blessés parmi les pompiers parce que quand les pompiers ont essayé d'éteindre les incendies, il y avait un genre de clics ou de criminels qui s'attaquaient aux pompiers en lançant des roches, en lançant des pierres pour les empêcher d'éteindre. Et puis sûrement, je sais pas, mais je regarde des fois tes photos d'époque, les pompiers semblaient ne pas avoir le même équipement de protection qu'aujourd'hui. Hein? Absolument pas. Je veux dire, il y avait un chapeau et un imperméable. OK. C'est bien entendu des bottes et une lance pour éteindre les incendies. Et c'était tellement violent envers les pompiers que les pompiers, pour éteindre l'incendie, devaient être escortés de la police parce que ça devenait dangereux.
Alors, même couvrir en tant que photographe ces événements-là, il fallait y aller de façon assez prudente. En toute honnêteté, t'avais-tu peur quand tu faisais partie de ces événements-là? Pas peur du feu parce que moi aussi, j'avais un peu la même protection des pompiers, c'est-à-dire tout l'équipement là, pour que les pompiers avaient pour combattre l'incendie, je l'avais en tant que photographe. Ça portait pas à confusion? T'as dit qu'il y avait des citoyens qui attaquaient les pompiers, puis toi, t'avais un habit de pompier quasiment? Il faut dire que c'était pas continuel, les rushs. Là. Il y avait une accélération de la violence en fonction des heures. Ça veut dire que 7 heures, 8 heures, les feux commençaient. Il y avait vraiment presque un modus operandi tous les ans. 7 heures, 8 heures, les feux commençaient. C'était drôle. Les jeunes allaient observer ça. Les citoyens sortaient dans la rue pour voir les feux, qui souvent étaient des feux de joie après un poteau, après des branches d'arbres. Et après ça, plus la soirée avançait, plus le côté criminel prenait de la place. À ce moment-là, là, on s'attaquait aux pompiers qui s'approchaient. Les policiers devaient protéger les pompiers. Il y avait un noyau plus important de violence sur la rue Charlevoix, proche de la rue Roselle. À l'époque, il y avait un ancien théâtre, un ancien cinéma là, qui s'appelait le Cinéma Vogue. C'est à cet endroit-là, là, au théâtre Vogue, que se terminait à chaque année la soirée par l'arrivée de l'escouade anti-émeute de la police de Montréal pour nettoyer la rue, pour dire, bon, il est rendu 2 heures du matin, on arrête, c'est fini. Mais ça se reproduisait à tous les ans, le même processus. J'ai pas connu cette époque-là, mais la première image que j'ai en tête, on dirait que ça ressemble au chaos qu'il y a quand le Canadien de Montréal gagnait la Coupe Stanley. C'était-tu un peu le même principe? Ou... Oui, parce que tout commence dans la joie, mais une fois qu'ils commencent à célébrer dans la rue, ça revire en violence. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'infiltration de criminels. On voyait arriver dans les parades du Canadien des gens en cagoule, habillés en noir, des fauteurs de troubles qui, eux autres, en profitaient de ça pour briser les vitrines, faire du vol d'étalage. Alors, la criminalité embarquait dans quelque chose qui, au départ, devait être festif. D'ailleurs, quand vous allez voir sur nos réseaux sociaux, il y a des photos qui ont été ajoutées. Les enfants dans les rues avec des pièces pyrotechniques, un petit tas de branches où on mettait le feu dedans. Les enfants tout criaient autour de ça. C'était des feux de joie dans la rue. Mais quand la soirée continuait, 9h, 10h, 11h le soir, là, à ce moment-là, les mêmes genres de criminels qu'il y avait pour la parade du Canadien arrivaient et eux autres brisaient des vitres, lançaient des roches aux pompiers. La police devait protéger les pompiers. Là, ça revirait en chaos et ça finissait par l'arrivée de l'escouade anti-émeute, la police, pour nettoyer la rue. Parlant des pompiers, c'est quoi la relation que tu avais avec eux dans ce temps-là? Comment ça se passait exactement, toi, comme photoreporter? Là? Oh, c'était une très bonne relation parce qu'on couvrait leur façon de travailler. Alors, quand les photos étaient dans le journal, les pompiers voyaient qu'on portait attention à leur travail et le but du pompier, c'est de sauver des vies, éteindre les feux pour protéger la population. Donc, leur travail était très méritoire. On a toujours encensé le travail des pompiers. Aujourd'hui encore, c'est toujours les héros. C'est ça, on parle des héros des pompiers. Oui. Si on se rappelle le 11 septembre aux États-Unis, c'est les pompiers qui sont même morts en devoir. Là. On a toujours eu une bonne approche et les pompiers ont toujours accepté la présence des médias, même très près d'eux dans leur travail. Assez pour, même, comme j'expliquais tantôt, assez pour fournir de l'équipement de protection aux photographes, aux caméramans qui couvraient spécifiquement les pompiers. C'est pas tout le monde qui avait un habit de pompier. C'est les pompiers qui fournissaient tout ton équipement de protection? Oui, mais quand je dis pompiers, la partie syndicale des pompiers, l'association des pompiers. Parce que il y avait, comme je disais, un échange de bons procédés. Là, on couvrait les photos, on couvrait leur travail et eux, en retour, nous fournissaient de l'équipement de protection. Ce n'était pas officialisé par le service des incendies, mais encore aujourd'hui, c'est souvent les syndicats qui vont fournir à quelques reporters l'équipement pour qu'ils puissent s'approcher, puis leur propre sécurité, eux autres aussi. Tu me disais qu'il y avait des feux un peu partout en même temps, puis que peut-être les pompiers n'arrivaient pas à suffire à tous les feux qu'il y avait pendant ce chaos-là. Que ça soit pendant cette soirée-là ou en général, comme photoreporter, ça arrivait-tu que tu avais un appel et que tu arrivais sur place avant même que les pompiers arrivent? Ben oui, ça à plusieurs reprises parce qu'on écoutait les fréquences des pompiers et aussi de la police. Alors, comme les appels entraient de façon automatisée, là, on parle de l'époque où, puis les jeunes ne se rappelleront pas de ça, il y avait des boîtes d'alarme qu'on disait après les poteaux. C'est-à-dire une boîte où on devait tirer une manette pour indiquer qu'il y avait un incendie. Et quand on tirait la manette, il y avait un système d'enclenchement manuel de cloches dans chacune des casernes. Oh, ouais. Chaque cloche, chaque coin de rue où il y avait une boîte d'alarme, comme on dit, là, il y avait
ça sonnait sur les ondes, une série de cloches, grandes cloches, petites cloches, grandes cloches. Et avec moi, j'avais un livre qui m'indiquait 2 coups, 3 coups, 1 coup. Donc, ça donnait 24, 43. C'était un exemple Charlevoix et Centre. Cette boîte d'alarme-là qu'un citoyen avait tirée pour indiquer qu'il y avait un incendie. C'est une évidence même, mais on s'entend qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire à cette époque-là. Ça devait arriver souvent qu'il y avait des fausses alarmes, on s'entend. C'est pour ça qu'ils ont décidé, les services d'incendie, puis ça, c'est partout en Amérique, et ces boîtes-là existaient partout, des éliminer parce que c'était une facilité pour un enfant de tirer dessus puis d'appeler les pompiers. Et les dernières années de la fête de la Reine, les appels des citoyens se faisaient à la caserne par téléphone. Il n'y avait plus de boîte d'alarme. Donc, je ne pouvais pas arriver avant un pompier. Je n'entendais pas les boîtes d'alarme pour être capable de localiser où l'appel avait été fait. Mais, bien entendu, par la police, les ondes de police continuaient. Alors, ils envoyaient toujours une voiture de police pour faire la circulation, un périmètre, empêcher les gens. Et comme il y en avait tellement et que je couvrais le secteur toute la nuit, on parle de pendant 6 heures de temps, souvent, j'arrivais, le feu n'était pas encore tout fini d'être allumé, si on peut dire. T'sais. Alors là, au niveau des photos, on était un peu prudent, là, mais il est arrivé des cas où comme on arrivait sur les lieux avec moi-même mon équipement de pompier, bien, ça m'est arrivé d'aller par la cour arrière, aller ouvrir une fenêtre ou crier, le feu est pris, quelque chose comme ça. Sans jouer au héros, là, avant de faire les photos, quand même, ça m'est arrivé d'aviser les gens. Juste pour me situer, tu étais rendu où dans ta carrière, dans ton échelle du temps? Là? C'est pendant les années 70-80, c'est ça? Oui, j'ai commencé au journal local, là, peut-être en 1968 à peu près. En 71, j'ai commencé à travailler comme technicien laboratoire, là, développer les films au Montréal Matin. Donc, quand je couvrais la fête de la Reine, c'était principalement, en majeure partie, pour le journal local. Mais bien entendu, si j'avais une photo, et c'est arrivé, très, très spectaculaire, là, qui pourrait être intéressant, bien, elle était aussi publiée dans le quotidien le lendemain de l'événement. Tu m'avais dit que c'était ta plus grosse journée de l'année. J'essaie de voir, est-ce que tu l'anticipais, cette journée-là? Est-ce que tu avais hâte à cette soirée-là? Il faut dire que la couverture des incendies, là, ça a toujours été quelque chose d'intéressant de mon côté. Là. J'ai toujours aimé faire ce genre de photos-là pour des raisons bien simples. C'est que j'ai toujours aimé le travail que faisaient les pompiers. C'est peut-être un souvenir d'enfant, de petit gars. Parce qu'en observant les pompiers, je voyais comment ils attaquaient l'incendie. J'avais des amis parmi les pompiers qui m'expliquaient comment eux autres leur travail, comment en arriver, on appelle ça aujourd'hui les premiers répondants. Je donne un exemple très simple pour comprendre. Si le feu est pris dans les hangars de bois en arrière de la maison, on n'arrose pas l'hangar, sinon le feu va être propagé à la maison. Alors, les pompiers faisaient l'inverse. Ils entraient dans la partie bonne, qui n'était pas en feu, de la maison pour aller couper le feu au niveau des hangars pour pas que le feu se propage. De quelle façon ça influençait la façon de prendre tes photos, ça? Bien, le fait de connaître un peu comment un feu progressait dans un immeuble faisait que je pouvais déjà, moi, choisir mes angles, savoir où me placer, parce que, il faut le dire, même si c'est tragique, une photo d'incendie, c'est spectaculaire. C'est même beau à certaines occasions, parce qu'un feu de camp, c'est beau. Alors, imaginez 3 étages en flammes. Visuellement et en photo, c'est quelque chose de spectaculaire. Si on rajoute à ça les saisons, si on parle d'un incendie alors que la température est à moins 30, à ce moment-là, il y a tout le phénomène de la glace qui va s'accumuler pendant le feu, après les équipements de pompiers, après les pompiers eux-mêmes qui vont être carrément transformés en glaçons humains. Là. Il y a toujours une possibilité de faire de très belles photos. D'ailleurs, j'ai même remporté des prix avec ces photos-là d'incendie. C'est sûr que c'était donné par les pompiers. L'Association des pompiers, on parle toujours du syndicat, avait à l'époque mis sur pied un concours pour les médias. Les meilleures photos, les meilleurs reportages écrits, les meilleurs reportages radio. Et dans ces catégories-là, j'étais au début de ma carrière quand même. Alors, j'ai remporté mes premiers prix photos avec des photos d'incendie et même un premier prix de reportage écrit pour le journal où je travaillais. Et à ce moment-là, en plus des trophées et des plaques honorifiques, il y avait un chèque aussi rattaché à ça qui était quand même important. On parlait des premiers prix de 300 $ à l'époque, en argent d'aujourd'hui. Ouais. C'est quand même assez important. Et il faut dire aussi qu'à ce moment-là, j'étais pigiste. Alors, payé à la publication, quand on dit payer pour chaque photo publiée, dans un quotidien, c'était 6 $. Dans mon journal de quartier, on parlait de peut-être 1 $ la photo. Alors, 300 $ pour un prix pour une bonne photo, c'était des semaines et des semaines de travail. C'était intéressant. Ah, c'est sûr. Il devait quand même avoir une fierté aussi d'avoir eu ces prix-là à l'époque. Là. Ben oui. Tu commences dans la carrière et tu es reconnu pour tes bonnes photos. Ça encourage à continuer dans ce que j'avais entrepris. Et le montant intéressant que tu recevais, je présume que tu rachetais une nouvelle lentille, un nouveau boîtier. C'était souvent ça. Et surtout pour combler les périodes où il ne se passait rien, qu'il y avait moins d'activité et moins de revenus en tant que pigiste.
Éthiquement parlant, je trouve quand même ça étrange. C'est quand on parle d'un incendie, il y a des gens, soit blessés ou non, mais qui ont des pertes totales. Ils ont perdu leur appartement, leur maison, leur investissement, leurs souvenirs. Et je trouve ça quand même étrange qu'il y ait un concours autour des plus belles photos d'incendie. Est-ce que tu sais si ça existe encore aujourd'hui ou c'est... Il faudrait vérifier, là, mais je pense pas qu'il y ait encore ce genre de prix-là. C'est plus un prix de photo artistique en photographie, donc plus remis par des associations de photographes, des concours de photos, et non pas des concours de feu seulement. Tous ces feux-là qu'il y avait pendant la soirée et la nuit de la fête de la Reine, on voit plus ça aujourd'hui, en fait. Comment s'est arrêté ce phénomène de société-là? Il faut dire que les médias qui couvraient ce genre d'événement-là n'ont pas aidé au départ à ce que ça arrête. Parce que plus on parlait des pompiers, des feux de la Reine, plus l'année d'après, les gens, j'imagine, voulaient amplifier ça. Oh, on va en faire des plus gros, des plus gros. Alors, il y a eu des rencontres au niveau des médias avec les services de police, avec les services d'incendie, là, dans les dernières années que j'ai couvert ça, pour essayer de réduire ce phénomène-là. Au point de vue de la ville de Montréal en particulier, on a commencé par nettoyer les ruelles, ce qu'il y avait comme résidus de bois dans les parcs, les résidus de branches, pour éviter d'avoir des combustibles à portée de la main des citoyens pour allumer ces feux-là. Et à ce moment-là, comme on avait décidé aussi d'en parler moins dans les journaux, pour les citoyens criminels qui mettaient les feux, on n'en parlait plus. Comme on en parlait moins, à ce moment-là, il y avait moins d'intérêt parce que les événements criminels étaient moins rapportés dans les journaux. Moi, ce qui m'impressionne dans toute cette histoire-là, c'est de voir quand même la relation que tu avais, toi, comme photoreporter, avec les pompiers. Le fait que qu'ils te fournissaient un équipement, que tu arrivais des fois sur le terrain avant eux, et l'histoire des concours et tout ça. Comment que ça se passe aujourd'hui pour un photoreporter qui couvre des événements comme ça, d'incendie? Bien, comme à mon époque, il y a encore des gens qui sont accrédités, qui ont la possibilité de s'approcher encore des feux avec les équipements de pompiers. Simplement en regardant un reportage télé, vous allez voir qu'on pense que c'est des pompiers, ils sont proches de l'incendie, mais ils ont 2 caméras dans le cou. Alors, ce sont des photographes qui font comme je faisais à l'époque. C'est sûr, aujourd'hui, ils ont des instruments plus modernes là, de couverture, un exemple des drones. L'écoute des fréquences, aujourd'hui, c'est plus démocratisé. On peut l'écouter sur Internet sans avoir à s'acheter des balayeurs d'ondes. Il y a un monde encore qui existe au niveau des incendies qui va toujours rester. La curiosité des gens pour les incendies va toujours être là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'événements de la sorte comme il y avait à l'époque pour la soirée et la nuit de la fête de la Reine. Là. Non, disons que la soirée des feux intentionnels, il n'y en existe plus. Sauf aujourd'hui qu'il va y avoir des feux intentionnels, mais c'est des feux criminels, on en a vu, qui peuvent effectivement être très, très, très importants, causer des blessures, des pertes de vie, mais c'est pas un événement annuel, fêté et bien catalogué et bien prévisible à tous les ans. Je savais même pas, moi, cette histoire-là que la fête de la Reine, qu'il y avait des feux partout comme ça dans Montréal. Donc, je comprends bien, si c'était ta plus grosse soirée et nuit comme photoreporter, il doit y avoir beaucoup de photos qu'on peut voir relatifs à cet événement-là. Et je présume aussi des articles de journaux qu'on pourrait aller consulter. Ou... Oui, je vais déposer sur nos médias sociaux les photos et aussi des articles que j'avais écrits à l'époque là, concernant ces événements-là. Et vous allez pouvoir voir, avec le recul, que ces articles-là, un peu, en somme, entre guillemets, encourageaient même les petits criminels à refaire des feux l'année suivante parce qu'on faisait une couverture là, mur à mur là, dans les médias de ces événements-là. En tout cas, ça vaut vraiment la peine d'aller voir les photos parce que j'en ai vu plusieurs aussi intéressantes que celle qui a été sélectionnée aujourd'hui. Merci. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Abonnez-vous à nos plateformes pour avoir accès à du contenu exclusif et à d'autres images reliées à cet épisode. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.